Bonjour, ici Hélène Weber du blog étudier-plus-efficacement.com. Je vous propose une vidéo sur le thème « La forme mind map est-elle toujours la plus adaptée ?» À savoir, est-ce que le fait de représenter les informations que vous voulez mémoriser ou que vous voulez mettre en forme, mettre en lien les unes avec les autres sous la forme d'une mind map, à savoir en partant du centre et en ramifiant avec des branches plus ou moins importantes les idées, est toujours la plus adaptée quand il s'agit de travailler ou de mettre en forme des informations. Donc je vous propose le plan suivant. Une forme, est-ce que la forme serait trop restrictive? Je vais vous prendre l'exemple de la recherche en clinique, en vous définissant évidemment ce que c'est que la recherche clinique. Et deuxième question, pourquoi et comment s'affranchir de la forme mind map? Est-ce que la forme est trop restrictive? L'exemple de la recherche clinique. Alors de quoi s'agit-il? Si vous prenez la racine grecque du mot clinique, vous aboutissez à une étiologie qui veut dire au pied du lit du malade. C'est-à-dire qu'il s'agit, alors que ce soit en psychologie, en sociologie, en médecine, en ergonomie, etc., quand il s'agit de sociologie clinique, de psychologie clinique, etc., de repérer quelles sont les causes du problème en étant au plus près du patient. C'est-à-dire que c'est au plus près du patient, voire au cœur même de la relation que le praticien entretient avec lui, que les causes du problème vont progressivement se dévoiler. Du coup, on n'est pas dans une logique, on part d'une question centrale et on ramifie, on est dans une formalisation de la pensée qui prend plutôt la forme d'un cycle, il s'agissant d'un cycle de questionnement. Je vous donne un exemple. En psychologie, donc une personne vient se présenter parce qu'elle rencontre une difficulté. Par exemple, au travail, la première difficulté qui est exprimée, c'est tout va mal au travail, donc j'ai une relation avec mon chef qui est problématique, etc. Donc, ce qui est au centre du cycle qui est présent à l'écran, ce sont les signes, les manifestations cliniques de la difficulté présentée. Donc, à partir de ces signes qui sont évoqués spontanément par la personne, eh bien, le praticien, le psychologue en l'occurrence, va à partir des recherches théoriques, de ses connaissances, de la formation qu'il a suivie, mais là on est donc dans la théorie, c'est-à-dire déconnecté de la réalité pratique de ce que rencontre des difficultés que rencontre la personne, faire des hypothèses sur, au-delà de la demande ou de la difficulté exprimée, quelles peuvent être les causes de ces difficultés. À partir de là, une hypothèse correspond à une idée qu'on a qui vient préciser la cause, mais qui est supposée et qui donc doit passer par le crible de l'investigation pour être soit validée, soit invalidée. Donc à ce moment-là, l'investigation consiste à poser des questions complémentaires, à amener la personne à préciser peut-être non pas simplement ce qui se passe pour elle sur le lieu de travail, mais également dans d'autres domaines de sa vie, dans ses relations de couple, dans ses relations familiales, dans sa vie de manière générale, et à partir de cet élément c'est-à-dire un conflit avec le supérieur hiérarchique, qui peut être le problème, hein, c'est pas la question, et un problème sérieux à prendre en compte, il y a d'autres ramifications, d'autres liens qui peuvent émerger, et peut-être que le problème pour lequel la personne était venue consulter n'est qu'un élément déclencheur ou la face émergée de l'iceberg par rapport à d'autres difficultés qui sont abordées progressivement. Donc il y a une validation ou une invalidation des hypothèses de départ qui ont été faites par le praticien à partir de ce que la personne va lui dire. Et à partir de là, d'autres signes, d'autres manifestations cliniques vont apparaître qui là aussi vont donner lieu à une interprétation ou à un questionnement, à de nouvelles hypothèses et à de nouvelles investigations. Vous retrouvez particulièrement ce cycle de questionnement en médecine, où la personne vient consulter le médecin avec des signes de maladie, enfin en tout cas de la souffrance due à certains signes physiques, des maux de tête, de la fièvre, une éruption cutanée, etc. À partir des recherches théoriques qui ont été menées par tous les chercheurs qui ont précédé, il y a tout un ensemble de syndromes qui ont pu être repérés et mis en lien avec certaines maladies particulières. Donc à partir de là, à partir des signes
qui sont explorés, qui sont repérés par le médecin va faire une hypothèse. Bon, il s'agit peut-être d'une angine, il s'agit de... Alors, il y a évidemment des syndromes qui sont très très récurrents et que donc le médecin a appris très rapidement à repérer. Mais vous avez aussi, alors je trouve que la série le Dr House met particulièrement bien ça en évidence. En fait, la série met en scène un médecin qui serait responsable d'un service diagnostique et à chaque fois dans un hôpital, et à chaque fois la série se tourne autour d'un malade qui arrive. Il y a des symptômes, mais on ne sait pas quelle est la maladie dont il souffre. Et donc, il y a des hypothèses qui sont faites, puis une investigation clinique, à savoir qu'il y a des tests sanguins, un IRM, des recherches aussi à son domicile pour élaborer des causes possibles et donc des hypothèses diagnostiques possibles de son mal. Et puis ensuite, un traitement qui est mis en place en fonction des hypothèses qui ont été élaborées, qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Alors dans la série en particulier, les premiers traitements ne fonctionnent jamais, remettant en question en fait le diagnostic qui a été établi. Donc à partir de là, on va chercher de nouvelles causes. Donc c'est les moments où il y a toujours un moment où ils vont rencontrer des personnes de l'entourage, où ils s'interrogent sur des voyages qui ont pu éventuellement être faits récemment, sur les conditions professionnelles, ce qui les amène à partir là aussi du corpus théorique qui existe en médecine, qui rattache ces symptômes à des maladies particulières, qui les amène à élaborer de nouvelles hypothèses, à les tester par le biais de nouveaux traitements ou par le biais d'analyses, pour être validés ou invalidés, etc. Et donc on voit bien comment la démarche clinique, que ce soit en psychologie ou en médecine ou même en sociologie, invite à organiser les pensées, la pensée sous la forme d'un cycle et d'une boucle en fait qui s'arrête quand l'hypothèse est validée suite à l'investigation. Du coup, est-ce que la formalisation mind map est adaptée, par exemple, en ce qui concerne la démarche clinique ? Et avec une question plus fondamentale finalement concernant la mind map, est-ce qu'on peut s'affranchir de la forme de départ ? Et pourquoi ? Et comment ? Donc je vous propose, pour répondre à cette question, de revenir aux objectifs initiaux. Comment Tony Buzan a pensé l'outil et avec quels objectifs ? Donc son premier objectif, c'était de favoriser l'activité de mémorisation par la prise en compte des 3 grands principes de la mémoire, que sont les images, c'est-à-dire la formalisation et le fait de développer la capacité à créer des images mentales pour se représenter les choses. Et parce que la création d'images mentales pertinentes permet de fixer les informations bien mieux qu'une mémorisation par cœur d'un texte ou autre. Les associations, donc insister sur les liens logiques entre les données et les concepts clés, et la mind map invite d'emblée à ça, en repérant quels sont les mots-clés et en les associant directement sans s'encombrer des mots qui sont des mots de coordination, d'association qu'on trouve dans les prises de notes ou dans les textes qui sont écrits sous forme linéaire. Et le troisième grand principe, la localisation, où la mind map permet de repérer et de formaliser les informations sous une forme spatiale, et donc là, ça favorise la mémoire dans le sens où on a en tête une image avec des infos et on se souvient de la place des infos, les infos ont été classées dans des thèmes, sous-thèmes, et que tout ça favorise la mémoire. Mais également, la mind map permet d'utiliser tous les procédés mnémotechniques qui ont été mis en évidence par Tony Buzan, en faisant des entretiens avec des champions de la mémoire, quelles étaient les techniques utilisées. Et là, il les catégorise dans son livre Bousser la mémoire, et également dans son livre Une tête bien faite. Il en a dénombré 12, je vous en cite quelques-uns: les nombres, les symboles, les images, les couleurs, l'humour, etc. Tous ces procédés mnémotechniques peuvent être facilement intégrés à la formalisation sous forme de mind map et donc favoriser la mémoire. Deuxième objectif, favoriser l'activité de compréhension, parce que la formalisation des idées sous forme de mind map favorise d'emblée la mise en lien des informations les unes avec les autres. Les mots-clés sont associés immédiatement entre eux,
et du coup ça favorise le lien associatif. Également, ça permet de détailler les usages possibles de chaque notion, concept, formule, les ramifications, le fait d'envisager les usages concrets, enfin en tout cas cet ajout des informations au cours du temps très facilement en complétant la mind map favorise aussi l'activité de compréhension. Et le troisième objectif est de favoriser l'activité de réflexion avec cette idée que réfléchir, c'est mettre en lien un problème présent avec des évoqués mémorisés. Donc, comme la mind map favorise la mémorisation, et la structuration et le classement des informations, ça permet, quand on est face à un problème, de retrouver l'information pertinente plus facilement. Maintenant qu'on a énoncé ces trois objectifs, est-ce qu'on est quand même en droit de se poser la question de savoir si d'autres représentations schématiques des informations seraient aussi pertinentes ou plus pertinentes même dans certains cas, dès l'instant où ils respectent, où ils reprennent les trois principes de la mémoire que sont la localisation, les images et les associations. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à dire oui, en vous donnant quelques exemples de formalisation qui respectent ces trois principes et qui peuvent être plus adaptés à certaines activités de réflexion et de pensée. Je vous ai donné l'exemple de la démarche clinique qui peut être formalisée sous la forme d'un cycle. Les informations chronologiques, ça c'est toutes les personnes que je connais qui ont des informations qui ont besoin d'être inscrites et retenues de manière chronologique disent les limites qu'elles trouvent à l'organisation circulaire et rayonnante des mind maps, alors qu'une frise peut-être chronologique serait plus adaptée pour mettre en forme les informations. Les listes, quand on a des listes de mots, des listes à retenir, est-ce qu'une catégorisation de la forme qui est proposée au tableau n'est pas plus pertinente, tout en gardant cette idée de localiser, de structurer, d'agencer les informations. Les tableaux. Voilà. Alors, sachez qu'il existe des procédés mnémotechniques qui permettent de mémoriser les listes de manière bien plus efficace que la formalisation sous forme de mind map. Et ça fera l'objet d'un autre développement, article ou d'une autre vidéo sur le site. Donc la conclusion en fait de cette vidéo, c'est surtout soyez créatifs, c'est-à-dire que si vous avez bien repéré comment fonctionnait la mémoire, à partir des trois principes d'image, de localisation et d'association, vous voyez que d'autres formalisations pratiques peuvent être pertinentes et peut-être même plus pertinentes dans certains cas. Et donc, il s'agit de trouver la formalisation qui vous convient, qui vous parle, qui vous permet au mieux de comprendre, de réfléchir et de mémoriser. Et donc, il est même parfois, voire souvent utile d'associer différentes formalisations des informations pour en retirer tous les bénéfices. À bientôt sur étudierplusefficacement.com.